Voilà, Caroline, On est parti. on t'écoute. Donc alors moi je m'appelle Caroline Cézou, je travaille au Comité français pour la défense civile et je vais vous parler de l'utilisation des médias sociaux en gestion d'urgence, mais d'un point de vue opérationnel, parce que c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Donc, mon organisation se déroulera en 3 points. Je vais d'abord essayer de vous convaincre de l'intérêt d'utiliser ces médias sociaux en gestion d'urgence, et donc d'un point de vue opérationnel, que vous soyez pompier, bénévole de la Croix-Rouge ou autre acteur du secours ou de la gestion des crises. Je vais ensuite vous expliquer comment est-ce qu'on peut s'organiser pour utiliser ces médias sociaux en situation de crise. Et enfin, comment est-ce que vous pouvez vous entraîner à utiliser ces réseaux sociaux via des exercices de crise qu'on fait au Comité français pour la défense civile. Donc tout d'abord, comprendre comment utiliser ces réseaux sociaux en situation de crise. Donc vous, en tant qu'opérationnel, vous pouvez utiliser ces outils comme un outil d'information pour alerter tout d'abord les citoyens. Donc Denis Cotin l'a déjà parlé tout à l'heure, mais c'est les alertes Twitter. Donc c'est un service que propose Twitter qui est entièrement gratuit, qui a été lancé en 2013 et qui permet à toute organisation de la gestion de crise d'utiliser ce service pour alerter l'internaute via 3 moyens. Tout d'abord, le tweet, ce message d'alerte, va être mis, comme vous le voyez sur l'image à gauche, en surbrillance dans le fil d'actualité. Il y aura une notification push sur le mobile qui sera également envoyée aux citoyens et l'alerte sera également envoyée par SMS. Donc on a donc ces 3 moyens de diffusion de cette alerte via ce service entièrement gratuit des alertes Twitter. Et donc pour identifier les comptes qui ont souscrit à ce service, vous avez donc le petit picto orange à droite sur l'image qui vous permet d'identifier les comptes qui ont donc souscrit à ce service d'alerte. Sachant qu'en France, on n'a pas encore d'organisation qui a souscrit à ce service, même si certains y travaillent, notamment la police nationale. Mais donc voilà, c'est des services qui sont utilisés en grande majorité aux États-Unis et en Angleterre, comme les pompiers new-yorkais ou la police de Boston, voilà, ou la FEMA, bien sûr, la Federal Emergency Management Agency. Autre utilisation, donc les réseaux sociaux peuvent être utilisés pour informer du suivi de la situation. Donc on l'a vu pendant les attentats en janvier, le ministère de l'Intérieur ou la préfecture de police utiliser ces réseaux sociaux pour informer en direct de ce qui se passait sur le terrain. Puisqu'en temps de crise, le citoyen qui est sur place va donc utiliser ces outils pour transmettre en direct ce qu'il voit. Et donc la préfecture, à l'inverse, peut informer du suivi de la situation pour rassurer ou pour tout simplement délivrer un suivi continu de la situation. Troisièmement, outils d'information, parce que les opérationnels peuvent utiliser ces outils pour diffuser des consignes de sécurité. On l'a vu, que ce soit pendant les intempéries en décembre 2014 avec le préfet 73, ou pendant l'ouragan Sandy qui a eu lieu à New York en octobre 2012, où les pompiers new-yorkais diffusaient des consignes de sécurité via Twitter. J'en profite pour rappeler un exemple de ce qu'il ne faut pas faire, puisqu'en 2010, pendant les épisodes neigeux, on avait le gouvernement qui utilisait le mot-clé, le hashtag intempéries, alors que le citoyen, lui, utilisait le mot-clé neige. Donc attention quand vous diffusez des consignes de sécurité à utiliser le mot-clé qui est bien utilisé par le citoyen pendant la crise. Donc pour l'utilisation des réseaux sociaux comme outil d'information, vous avez donc ces 3 possibilités d'un point de vue opérationnel. Si maintenant on se penche sur l'utilisation des réseaux sociaux comme outil de gestion, puisque ça peut être également un outil d'aide, d'appui à la gestion de votre crise, on peut l'utiliser pour remonter des informations du terrain. Parce que comme je le disais tout à l'heure, les citoyens qui sont présents sur place vont utiliser ces outils pour remonter des informations visuelles, que ce soit des photos, des vidéos, des témoignages, leur ressenti de ce qu'ils sont en train de vivre sur place. Et donc on l'a vu pendant Bretigny ou pendant les attentats de Boston, on a donc des remontées immédiates, des informations visuelles qui sont remontées de façon immédiate et instantanée sur ces réseaux sociaux. Donc c'est donc une nouvelle source d'information et une richesse que peuvent utiliser les opérationnels en situation de crise. Mais attention, comme ce fut le cas pendant Bretigny, attention aux rumeurs, attention aux informations qui ne sont pas vérifiées. On l'a vu pendant l'accident ferroviaire de Bretigny, où le compte Orléans Actu a utilisé une photo en relatant cet accident ferroviaire, mais une photo qui ne correspondait absolument pas
à l'accident ferroviaire, puisque ça correspondait à une photo d'un accident de train russe qui avait eu lieu en mars 2012, et donc aucun rapport avec la situation. Il y a des outils très simples qui permettent de vérifier les informations et notamment les photos qui sont diffusées sur les réseaux sociaux, comme l'outil Tinei. Vous n'avez qu'à télécharger la photo ou d'entrer le lien URL dans cet outil pour vous assurer de la provenance et si cette photo a déjà été utilisée en amont de la crise. Donc c'est un outil qui a été utilisé notamment par Vizov pendant l'accident ferroviaire de Bretigny, où certains volontaires ont pu s'apercevoir qu'il y avait des photos qui avaient déjà été utilisées dans d'autres crises et qui n'étaient donc sans rapport avec la crise de Bretigny. Deuxième utilisation, les réseaux sociaux peuvent être utilisés par les opérationnels pour localiser des zones à problème. Puisqu'en temps de crise, les citoyens vont utiliser les réseaux sociaux pour remonter des appels de détresse, mais également des besoins en matériel, ou soit des besoins humains, soit des besoins matériels. Ça peut être par exemple des besoins de nourriture, des besoins de batterie, d'électricité, comme ce fut le cas pendant l'ouragan Sandy à New York en octobre 2012, où vous aviez 2 hashtags qui étaient utilisés par les citoyens, que ce soit Sandy Aid ou Sandy Relief, où les citoyens tweetaient en direct des besoins qu'ils ressentaient sur place. Les réseaux sociaux peuvent être également utilisés pour recruter des bénévoles. On l'a vu pendant l'ouragan Sandy, les réseaux sociaux étaient utilisés pour soit mettre en relation à la fois les personnes qui avaient besoin d'aide et ceux qui étaient prêts à rendre service aux sinistrés qui étaient sur place. Donc on avait 2 hashtags, 2 mots-clés, le mot-clé Sandy Volunteer ou le mot-clé Sandy Recovery, où on avait du coup ces appels à l'aide et ces bénévoles qui étaient prêts à rendre service et qui le faisaient savoir par les réseaux sociaux. Si on regarde par exemple le dernier message, on avait une demande qui était apporter de l'eau ou des batteries aux résidents dans tel endroit. Et donc ça permettait vraiment aux opérationnels d'utiliser une ressource supplémentaire via les réseaux sociaux et de trouver des bénévoles supplémentaires qui étaient prêts à rendre service sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai que je parle beaucoup de Twitter, mais on a également Facebook, qui est une initiative intéressante pour recruter ces bénévoles en temps de crise, qui avait été menée lors des intempéries en Haute-Pyrénées en juin 2013 par Météo 65. Météo 65 qui a un compte Facebook qui permet de faire un suivi météorologique de la situation dans le 65 et qui a donc utilisé une fonctionnalité de Facebook qui est la fonctionnalité sondage en faisant cet appel à volontaires, en disant voilà, Météo 65 a décidé d'aller aider sur le terrain, est-ce que des personnes sont disponibles, à quelle date, à quelle heure, comment est-ce qu'on peut s'organiser sur place. Ces bénévoles étaient donc recrutés directement via ces sondages Facebook et après, ils s'organisaient sur place pour pouvoir aider sur le terrain. Donc si on résume, les réseaux sociaux pour les opérationnels peuvent être utilisés à la fois comme un outil d'information, soit pour alerter les citoyens, repenser aux alertes Twitter, soit pour informer du suivi de la situation, ou alors diffuser des consignes de sécurité. Mais également comme un outil d'aide à la gestion de crise, puisque ça peut vous permettre soit de remonter des informations du terrain, en faisant un vrai travail de monitoring, de veille, ou soit localiser les zones à problème, donc soit des appels de détresse, ou soit les besoins matériels et humains qu'ont besoin les citoyens sur place et qui sont remontés via cet outil de communication, ou alors recruter des bénévoles supplémentaires. Donc maintenant qu'on a compris plus ou moins l'intérêt des réseaux sociaux d'un point de vue opérationnel, comment est-ce qu'on peut s'organiser pour les utiliser, que ça soit pompiers, police, bénévoles de la Croix-Rouge ou de la protection civile. Donc moi, je vais vous parler de l'initiative de la Croix-Rouge américaine qui a lancé le DigiDoc, qui est le Digital Operations Center, et qui est donc un centre qui permet de monitorer les réseaux sociaux. Et donc, c'est lancé par la Croix-Rouge américaine en partenariat avec Dell. Ce centre existe maintenant depuis mars 2012. Et donc, ce centre utilise des outils de veille comme Radian6 et permet vraiment de faire une veille sur les réseaux sociaux, mais s'appuie également sur un réseau de volontaires qui sont virtuels. Non seulement on a les bénévoles classiques de la Croix-Rouge, mais on a en plus une équipe de bénévoles virtuels qui vont faire tout ce travail de petites mains de veille sur les réseaux sociaux et qui vont en plus répondre aux différentes demandes d'aide. Donc si on prend le cas de ce qui s'est passé pendant l'ouragan Sandy en octobre 2012, on avait donc 31 volontaires virtuels, sachant que
un volontaire virtuel reçoit une formation par la Croix-Rouge de 6 heures. Donc les volontaires virtuels peuvent vraiment former de manière très rapide. Ils sont formés à faire ce travail de veille sur les réseaux sociaux et après de répondre, si besoin est, aux citoyens impactés. Donc pendant Sandy, c'était 31 volontaires, 10 000 commentaires triés et classés, donc on se rend bien compte de la masse d'informations à traiter, et une réponse qui a été donnée à plus de 2386 messages. Et donc on a un exemple de tweet qui a été posté par une de ces volontaires virtuelles, parce qu'on avait un citoyen qui signalait qu'il n'avait plus d'électricité chez lui, le premier tweet en haut, et une bénévole de la Croix-Rouge, cette bénévole virtuelle, qui tweet via son compte personnel, qui lui répondait directement en s'adressant à lui et en lui fournissant la liste des différents shelters à proximité de la zone concernée. Donc, initiative intéressante qu'on pourrait très bien mettre en place en France avec la Croix-Rouge. Et c'est un peu l'équivalent de ce que fait effectivement à plus petite échelle Visov, dont on en parlera tout à l'heure. Et donc maintenant, comment s'entraîner? Donc après avoir compris l'intérêt, avoir eu cet exemple de comment s'organiser pour avoir un centre opérationnel qui fait ce travail de veille et de réponse aux citoyens en temps de crise, il faut avoir en amont, il faut s'être en amont entraîné et s'exercer à cette pression sociétale qui est exercée sur les réseaux sociaux et comment utiliser ces informations qui sont communiquées. Donc nous, au Comité français pour la défense civile, on a une plateforme de simulation qui reprend à la fois les codes de Facebook et de Twitter. Donc cette plateforme de simulation est un réseau privé entièrement fermé qu'on utilise à la fois pour nos simulations avec les communicants de l'État, mais également tout acteur qui souhaite s'entraîner à la gestion de crise, que ce soit des entreprises privées ou publiques. Et donc on va avoir cette plateforme où l'entreprise ou les communicants de l'État vont pouvoir communiquer via des comptes qui leur sont destinés. Et nous, en animation, on aura une vingtaine, voire une trentaine de comptes qui vont recréer cette pression sociétale, que ce soit le citoyen lambda qui va communiquer, les experts, les syndicats, les associations. Et donc on va recréer la pression sociétale qui est exercée en temps de crise, ce qui force du coup la personne qui est formée à réfléchir à comment traiter cette masse d'informations, comment communiquer et comment récupérer les informations à utiliser et surtout comment identifier aussi les rumeurs. Donc cette plateforme reprend, comme je disais, les codes de Facebook et de Twitter, puisqu'on a la fonction commenter, le champ des messages, la caractéristique de Twitter du nombre de caractères limités, les différents hashtags, les mentions, etc. On a également une formation donc, qui se tient en 2 jours, avec une première journée prise en main, Facebook, Twitter, mais non seulement d'un point de vue usage au quotidien, mais surtout gestion de crise. Comment est-ce qu'on peut utiliser les différents services, que ça soit Twitter Alert ou autre, en situation de crise. Et une deuxième journée avec des retours d'expérience et l'utilisation de notre plateforme de simulation dont je parlais tout à l'heure, pour arriver à s'entraîner et à utiliser les réseaux sociaux, que ce soit sur une crise de réputation, une crise de sécurité civile. Et j'en ai terminé. Je laisse la place à Ludovic. Je reste à votre disposition pour toute question. Oui, merci. Le temps qu'ils mettent son... Merci. Je reconnais bien là le Haut Comité français pour la défense civile. Moi, quelque chose qui m'inquiète, tu as besoin de 10 volontaires. Tu balances ça sur les réseaux sociaux, tu as 1000 personnes qui arrivent, comment tu gères ça? En tant qu'opérationnel? Oui, après tu dis, voilà, on a besoin de 10 personnes. Tu ne maîtrises pas par rapport au téléphone. Je veux dire, je fais exprès de poser des questions qui peut-être vous paraissent... Mais comment tu maîtrises le suivi? L'intérêt... Enfin, en tout cas, pour voir ce qu'a pu faire le Digidoc et la Croix-Rouge américaine avec ce centre, s'il y a une formation qui est donnée à ces volontaires et s'il y a une doctrine qui est écrite en amont sur comment communiquer et comment s'adresser aux citoyens en temps de crise, le tout est de formaliser les réponses qui vont être délivrées par ces citoyens bénévoles. Mais ça reste de la réponse et de l'information. Si telle personne a besoin d'avoir accès aux différents shelters ou à telle ressource... On a besoin de brancardiers ou de gens pour... Bon. On a besoin de citoyens pour faire face à une situation. On a besoin de 10 personnes. Tu risques d'avoir 1000 personnes ou 2000 qui arrivent.
Et tout dépend si le besoin est vraiment d'avoir des volontaires pour faire ce travail de tri. N'importe qui peut le faire. On le voit bien avec Visov, il suffit d'avoir formalisé ce travail de veille. Mais si après, contrairement, si à l'inverse, c'est d'avoir des volontaires sur place, comme ça a été le cas pendant les intempéries, là, bêtement, c'est organiser qui est disponible à quel moment. Et après, sur place, le travail s'organise comme c'est le cas habituellement avec les bénévoles de la Croix-Rouge. Il faut qu'eux se signalent avant de partir, bille en tête. Voilà, mais tout à fait. Tu as parfaitement répondu. C'est ce que j'attendais. Voilà, écoute, à toi. Là aussi, c'est très important d'avoir l'expression d'une association. Une association qui s'est investie avec beaucoup de cœur dans ce soutien opérationnel virtuel. Et vous êtes internationaux. Bravo. On t'écoute. Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Ludovic Blais, donc je travaille pour les volontaires internationaux en soutien opérationnel virtuel. Donc on est une petite asso qui a pour but principalement d'aider les autorités à utiliser les réseaux sociaux, que ce soit pour faire de l'information descendante, donc communiquer vers le citoyen, ou pour faire remonter de l'information du citoyen vers les centres opérationnels. Alors, quand on a préparé cette table ronde, on m'a demandé, en fait, qu'est-ce que c'est que les médias sociaux? Et finalement, c'est pas évident pour tout le monde de parler de médias sociaux. Donc en fait, des médias sociaux, il en existe plein. Aujourd'hui, il y en a plein. Vous connaissez Facebook, Twitter, Google+, c'est les principaux. Vous connaissez YouTube, Dailymotion, c'est très utilisé aussi. Mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Vine, Vimeo, Snapchat, Instagram, il y en a plein. Ce qui est important de savoir, c'est que chaque média social a sa propre spécificité et on n'y fait pas la même chose. Et on ne va pas y trouver la même chose non plus. Si vous voulez les utiliser, peu importe votre organisation, il faut connaître les médias sociaux pour les utiliser correctement. Après, les médias sociaux, c'est des gens comme vous et moi qui y sont. C'est pas des gens plus bêtes, c'est pas des gens plus malins que les gens que vous croisez dans la rue. C'est les mêmes personnes qui font le 18 ou le 112, c'est les mêmes personnes que vous croisez tous les jours dans la vie. Et enfin, les médias sociaux, c'est quelque chose qui permet de passer une info. C'est un vecteur. On peut y faire passer une info comme on fait passer une info en radio, en télé, en presse écrite, en pigeon voyageur, en n'importe quoi. C'est un vecteur comme un autre. Et à ce titre, c'est un vecteur comme un autre. C'est pas le seul, c'est pas l'unique, c'est pas le meilleur, c'est pas le pire. C'est un parmi d'autres. Tout à l'heure, M. Cotin parlait de complémentarité des outils. On est en plein dedans. C'est un canal qui existe aujourd'hui. C'est dommage de ne pas l'utiliser. Et donc, du coup, quel est l'intérêt des réseaux sociaux? En fait, il y a pas mal d'intérêts. Déjà, c'est des médias sociaux. Donc, l'intérêt de ce média, c'est bien d'échanger et d'avoir une interaction avec la personne qui poste l'information, et entre la personne qui poste l'info et la personne qui la reçoit. Ensuite, c'est quelque chose qui est direct. On en a parlé aussi tout à l'heure, c'est une communication sans intermédiaire. C'est pas le communiqué de presse que vous allez donner à votre journaliste qui va plus ou moins le transformer ou le reproduire in extenso. C'est quelque chose qui est direct. C'est du citoyen à l'autorité. C'est quelque chose qui est massif. C'est-à-dire que si vous mettez, par exemple, comme ils l'ont fait à la préfecture de police de Paris, vous mettez la station est réouverte suite à la manifestation, vous avez tout de suite des milliers de personnes qui sont en capacité de voir cette information-là. C'est un moyen de communication qui est massif. C'est résilient parce qu'on ne l'a pas dit tout à l'heure et c'est important à souligner, les réseaux sociaux sont beaucoup plus résilients que les réseaux téléphoniques classiques, que ce soit voix ou SMS. On l'a vu sur le marathon de Boston. À Boston, suite au marathon, tout le monde essayait d'appeler ses proches pour dire « je vais bien », mais personne n'y arrivait parce que comme tout le monde essayait de rentrer sur les relais téléphoniques en même temps, les seules communications qui passaient, c'était les mises à jour de statut Facebook et réseaux sociaux, en général. Ensuite, c'est quelque chose qui est rapide, puisque vous avez 140 caractères à taper sur Twitter et votre message part, donc ça va très très vite. Et en plus, et c'est pas négligeable aujourd'hui, c'est quelque chose qui est gratuit. Pour des autorités, aujourd'hui, c'est pas un facteur négligeable. Vous êtes capable de toucher des milliers, des centaines de milliers de personnes très rapidement avec un moyen qui est gratuit. Donc, il y a quelques années, on s'est retrouvé avec plusieurs fans de sécurité civile et de réseaux sociaux et de numérique en général, et on a essayé
de réfléchir par rapport à tout ce qui se passait en fait, dans la société. Et en fait, on est arrivé à la petite recette des MSGU. Donc je suis assez content de voir que la préfecture de police de Paris travaille aussi sur les MSGU. En fait, c'est très clair. Aujourd'hui, on a une population sur les médias sociaux qui cherche une notoriété. Le but des gens sur les réseaux, c'est d'avoir le plus de personnes qui les suivent, le plus de personnes qui les retweetent, qui partagent leurs informations, qui likent. On est en permanence sur la recherche de notoriété. À côté de ça, on a de plus en plus de personnes qui ont des appareils photo, qui font tous téléphone aujourd'hui, enfin des téléphones qui font tous appareils photo, vous voyez, même nous on s'y perd, et tout ça est ultra connecté. Aujourd'hui, je prends une photo de vous tous, je l'envoie en 15 secondes, elle est arrivée sur Twitter, sur Facebook, je peux la mettre sur YouTube, et mes amis au fin fond du Pakistan ou du Japon ou de l'Amérique vont voir la photo dans les 30 secondes qui suivent. À côté de ça, on a aussi toutes les chaînes d'information qui sont demandeuses d'informations en temps réel et d'informations en continu. On l'a vu sur les attentats dernièrement, on l'a vu sur tous les théâtres de crise qu'on a en ce moment. Vous avez les témoins BFM, vous avez la ligne rouge de iTélé. Alors, on tape beaucoup sur les médias d'infos en continu, mais il ne faut pas oublier non plus que c'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Le téléphone rouge d'El-Kabash sur Europe 1, c'est pas tout jeune. Les auditeurs ont la parole de Jean-Jacques Bourdin sur RTL, c'est quelque chose qui est assez ancien aussi, et c'est des choses qui fonctionnaient déjà. Donc le citoyen comme témoin d'un événement qui appelle les médias pour dire ce qu'il voit, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est amplifié aujourd'hui avec de nouveaux moyens, mais c'est pas non plus quelque chose de nouveau. Et enfin, pour conclure, on a aussi des expériences célèbres, puisque par exemple, celui qui a tweeté en direct l'assaut des Navy Seals sur la maison de Ben Laden, c'est quelqu'un qui a été rappelé après par tous les médias. Son compte Facebook a eu des centaines de milliers de personnes en amis supplémentaires. En France, on a des phénomènes comme Nabila ou d'autres qui sont très connus. Donc aujourd'hui, les acteurs cherchent une notoriété et sont sur les réseaux sociaux pour ça. Résultat, c'est que là, l'exemple que je vous ai pris date d'une dizaine de jours. En très peu de temps, aujourd'hui, on a des informations qui circulent. Dès lors qu'il y a un événement majeur, quelque chose qui sort de la normalité, on a des éléments sur les réseaux sociaux. Là, je vous ai pris l'exemple d'un avion qui est passé en supersonique au-dessus du Havre, et donc qui a déclenché un énorme bang. En moins de 30 secondes, j'avais les premiers éléments sur Twitter de gens qui s'inquiétaient, qui se posaient la question de qu'est-ce qui se passe au Havre en ce moment, pourquoi il y a un bruit comme ça. On est aussi dans une culture particulière en ce moment, post-attentat. On est aussi au Havre avec une culture de sécurité, de risque techno avec les entreprises autour qui inquiètent forcément la population. Mais ça a réagi très vite. Mais ce n'est pas non plus quelque chose de nouveau. Si je prends l'exemple de plan de campagne, on était en 2012, octobre 2012. En 4 minutes, pour un phénomène météo anormal, en 4 minutes, on avait la première image sur Twitter. On a eu la première vidéo dans la foulée. Ça, si vous êtes dans un centre opérationnel, en 4 minutes, vous avez une image de l'événement. Vous êtes capable de dimensionner l'événement et d'envoyer des secours ou des forces de l'ordre ou des forces d'intervention adaptées à ce que vous voyez sur l'image. Et donc, du coup, fort à parier que demain, au prochain événement majeur, on aura la première image très rapidement, la première vidéo très rapidement sur les réseaux. Et on aura peut-être même la première identité des victimes, peut-être même bien avant que les pompiers ou la police aient réussi à identifier formellement la personne. Tout ça, faut le prendre en compte. Donc on sait que les informations circulent. La population diffuse des informations, mais la population cherche aussi des informations. La population pose des questions aux autorités. Donc nous, on est parti d'un principe simple. Puisqu'il y a des informations qui circulent, que le principe d'une cellule de crise, c'est de prendre des décisions en ayant connaissance d'un maximum d'informations, nous, on s'est dit, voilà, puisqu'on a une manne d'informations, pourquoi pas essayer de l'utiliser, tout bêtement. Et donc, du coup, on s'est dit qu'une autorité pourrait trouver des éléments qu'elle cherche, c'est rapide, c'est précis, ça peut aller vite, et une autorité pourrait aussi utiliser les réseaux sociaux pour communiquer, pour faire descendre de l'information auprès de la population.
Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les autorités ne sont pas forcément prêtes, n'ont pas forcément les compétences en interne, les moyens, et n'ont pas forcément envie de sauter le pas, d'aller sur les réseaux sociaux et de communiquer et de rentrer en interaction avec la population. Il y a encore des craintes par rapport à ça. Pourtant, les MSGU, ça peut être très utile. Avec les MSGU, donc les médias sociaux en gestion de l'urgence, on peut sauver des vies, détecter les situations qui sont complexes. On l'a fait beaucoup sur les inondations. Détecter par exemple des appels à l'aide ou des villages qui posent problème. On peut faire de la géolocalisation de victimes, puisque de plus en plus de smartphones sont géolocalisés. Ça permet de suivre en temps réel une situation. On l'a vu là sur les épisodes de neige en début de semaine. On l'a fait sur beaucoup d'intempéries, d'inondations. Et ça permet aussi à un centre de crise de se représenter le terrain. J'en parlerai pour Brétigny. Brétigny, on a travaillé avec le COGIC, donc le centre de crise du ministère de l'Intérieur. Le COGIC nous disait, moi, j'ai envoyé énormément de moyens sur place, les miens, les pompiers, le SAMU, la Croix-Rouge, la Croix-Blanche, mais je ne sais absolument pas qui est arrivé sur place et comment ça s'organise. Donc le COGIC nous a dit, si vous avez des images du dispositif de secours, ça m'intéresse. Nous, ce qu'on a fait au sein de l'association, c'est qu'on a fait remonter des images au COGIC pour qu'ils se rendent compte de la situation. Là où c'est important d'avoir une association avec des bénévoles derrière, c'est que ce n'est pas un algorithme qui va traiter les informations et les images. C'est des gens derrière qui vont avoir un raisonnement et qui vont être capables de remonter les informations qui sont utiles aux opérationnels. Quand on a vu par exemple des ambulances qui circulaient dans une rue, une ambulance dans une rue, pour le COGIC, ça ne lui sert à rien. Par contre, quand on a détecté une photo de Madame Machin qui habite place de la Gare à Brétigny, dans un immeuble, et qui nous a fait une vue d'ensemble de tout le dispositif, là c'était intéressant. Et le but aujourd'hui, c'est pas forcément de faire de la quantité, c'est pas de faire remonter toutes les informations qui circulent sur un événement, mais c'est de faire de la qualité en détectant la bonne information et en la faisant remonter à l'opérationnel. Donc je vais accélérer. Donc VISOV est une association loi 1901 qu'on a créée l'année dernière. On est une quinzaine de bénévoles en tout. Et notre travail, c'est d'appuyer les autorités pour les aider à utiliser les réseaux sociaux et faire le tri des informations. On fait aussi de l'assistance aux sinistrés en les conseillant et en diffusant aussi des informations, plus de consignes et de conseils par rapport à des événements. C'était pas ça. Donc on met à disposition des autorités 2 outils. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle le classeur de déploiement. En fait, c'est très simple, c'est l'équipe de bénévoles organise toutes les informations qu'on trouve sur les réseaux sociaux pour les mettre à disposition via un classeur Excel qui est partagé avec les autorités. Le but, c'est que ce classeur soit affiché dans les centres de crise. C'est ce qui est déjà le cas chez certains pompiers. C'est le cas au COGIC, c'est le cas à la zone sud et à la zone est. En fait, c'est très simple, c'est l'heure de l'information, qui l'a trouvé, donc qui l'a vérifié, un bref résumé de l'info, la localisation et le lien vers l'info d'origine. Et ça peut aller assez loin, puisque des fois, on a des éléments où on met une remarque à destination du CODIS en lui disant « ça, c'est sensible, si tu ne l'as pas vu, tu pourrais peut-être envoyer quelqu'un vérifier l'info. » Là, j'ai pris l'exemple d'une odeur de gaz suite à des inondations, de gasoil, pardon. C'est quelque chose que le CODIS n'avait pas détecté, pour lequel il n'avait pas eu d'appel, et pour lequel ils ont envoyé une équipe de reconnaissance, et ça a amené à la mise en place de barrages anti-inondation, voilà, anti-pollution. Donc c'est des éléments qui sont quand même très factuels et très, très sensibles. Et le deuxième outil qu'on met à leur disposition, c'est une cartographie collaborative. C'est en fait le report de toutes les informations qu'on a mis dans le classeur, mais qu'on met sous forme cartographique, et qu'on peut afficher aussi dans les salles de crise, pour leur donner une information géographique de la situation. Donc c'est quelque chose qui marche bien quand on fait des événements comme la neige, comme les inondations, les intempéries, des choses comme ça. Voilà les quelques mobilisations qu'on a eues en 2014, avec principalement les grosses mobilisations sur novembre, sur les épisodes Sevenol
du sud de la France, avec, vous le voyez, 5 jours de veille, 860 informations remontées au service de secours, et à peu près 160 heures de bénévolat impliqués dans cette opération-là. Donc ce qui est important de noter dans Visov, et je vais terminer par là, c'est que on est un mouvement bénévole, on est un mouvement citoyen. Le principe, c'est ce qu'on disait à Mimo tout à l'heure, c'est le citoyen acteur de sa propre sécurité. Le citoyen témoin, j'ai entendu vigie citoyenne tout à l'heure, j'ai entendu... c'est important de garder le lien avec le témoin parce que ce sont nos yeux sur le terrain. Aujourd'hui, ce sont nos yeux, mais en plus, ces yeux-là, ils sont équipés d'un appareil photo qui peut nous envoyer des infos et nous donner des informations qui peuvent être très intéressantes pour l'opérationnel. Donc nous, ce qu'on se propose aujourd'hui, c'est de faire le tri dans tout ça, de faire certaines vérifications et de le proposer après aux autorités pour que ce soit le plus efficace possible. Donc vous n'hésitez pas à nous contacter. Et puis, merci beaucoup. On a malheureusement un peu de temps, mais j'ai quand même, moi je trouve très très bien. Je trouve très très bien. Moi j'ai une question. Est-ce que nos autorités, toujours pareil, on va parler de financement. Le volontariat, j'en ai beaucoup fait. J'étais au début de MSF, etc. Bon, mais est-ce que vous avez un soutien financier des autorités? Deuxième question. Financièrement, comment arrivez-vous à fonctionner comme toute association? Alors, on n'a aucun soutien des autorités financiers. C'est dommage. J'en suis pas si certain. Le but chez nous, en fait, c'est vraiment le citoyen pour le citoyen. Le but, c'est d'avoir des citoyens, des volontaires comme nous, qui ont des métiers à côté, donc qui ne vivent pas de cette activité, mais qui utilisent les réseaux sociaux, qui participent à l'association. C'est pour le plaisir, voilà. Oui, le plaisir d'être utile. Comme on est sapeur-pompier volontaire, voilà, comme on travaille à la Croix-Rouge, comme on est dans d'autres associations. Non, mais c'est encore plus beau. Et bon. C'est un choix de ne pas avoir de financement public pour rester indépendant. Voilà. Très bien. Non, je respecte tout à fait. Et c'est très bien. En tout cas, bravo. Non, mais sincèrement, je trouve votre générosité et votre enthousiasme force le respect. On va reterminer un petit peu, s'il y a des questions, hein, malheureusement il faut qu'on s'arrête dans 5 minutes. Denis Cotin a quelques mots encore à dire, la parole est à toi, avec ou sans slide, pardon, image. Non mais sans slide, juste pour le réseau social, qu'est-ce que c'est? Donc comme c'était dit, c'est un vecteur de communication entre plusieurs personnes. Ce qui a été dit aussi, c'est qu'a priori les autorités seraient un petit peu frileuse dans l'idée de s'engager. Il faut quand même voir, par exemple, qu'au sein de la préfecture de police, qui couvre donc Paris et 4 départements d'Île-de-France, le choix a été fait en 2010. Le choix émanait du raisonnement suivant. En 2010, il y avait les apéros géants, tout le monde a entendu parler. Les apéros géants, c'est des choses qui sont un peu incontrôlables et avec qui nous n'arrivions pas, nous égale préfecture de police, hein, pas moi de manière personnelle, nous n'arrivions pas à entrer en relation, en communication via nos communications standards, c'est-à-dire communiqué de presse quotidienne régionale, nationale, etc. C'est-à-dire qu'on était incapable de leur dire ce que vous faites, c'est certainement très sympathique. Hein. Néanmoins, il y a des risques inhérents à ce que vous faites qui ne sont pas tout à fait standards. Lorsqu'on a des manifestations sur Paris, il y a des organisateurs reconnus et avec qui on dialogue pour ce type de manifestation. Là, ce n'était pas du tout le cas. Du coup, pour rentrer en communication avec ces gens-là, à ce moment-là, on a décidé, puisqu'ils ne communiquaient que par médias sociaux, eh bien, on allait rentrer dans leur système de communication sociale. Et c'est la raison pour laquelle la préfecture de police a été la première préfecture de France à intégrer un réseau social pour justement entrer en communication avec des organisateurs qui utilisaient ce média-là comme vecteur de communication. Donc on revient bien à une problématique de tout le monde veut informer, veut communiquer, sachant que les deux choses ne sont pas tout à fait la même chose, hein, mais tout le monde veut donc faire passer des messages ou avoir des remontées d'informations, mais il faut utiliser les bons vecteurs pour les bonnes cibles. Et c'est là où est la difficulté à l'heure actuelle de tout événement, c'est bien identifier les cibles que l'on veut toucher en fonction des événements, parce que c'est là où on a une vraie difficulté de ne pas se tromper. Je suis ravi de constater que la préfecture de police de Paris se met à parler de jeunes. C'est très bien. Non, mais c'est très bien. Je crois que cette réactivité de nos autorités de suivre la vie de tous les jours avec ses besoins et de coller aux moyens, je trouve que c'est très très bien. Donc malheureusement, s'il y a des questions à la salle, bien sûr, on va laisser la parole. Moi, j'ai une sorte de conclusion pour
le prochain Secours Expo, c'est est-ce que trop d'informations ne tue pas l'information? Je veux dire, voilà, bon, il faut, oui, non, mais c'est le tri. Je veux dire, il y a une telle avalanche, bon, le terme n'est peut-être pas très heureux à l'heure actuelle, mais il y a un tel flot d'informations qu'il faut en faire le tri, et ça, c'est un vrai problème. Séparer le bon grain de l'ivraie et savoir ce qui est important ou pas. Donc, vous travaillez tous de votre côté sur... vous faites utilité publique, c'est évident. C'est normal pour la préfecture, mais c'est bien qu'il y ait aussi des citoyens qui s'engagent là-dessus. C'est bien qu'il y ait des associations qui se professionnalisent dans le bon sens du terme là-dessus. Je crois que c'est très très bien. Écoutez, merci à tous d'avoir pris du temps pour parler et pour venir écouter. Moi, personnellement, j'ai appris beaucoup de choses. Je serai moins idiot avec mes filles, qui sont plus jeunes que moi. Et en tout cas, merci à tous et bravo aux intervenants.